Nouvelle édition d'information sur Bossolo Télévision, mesdames et messieurs. Voici d'abord les titres. Crise ouverte au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDC1. L'autorité morale Modeste Batilou-Kwebo a été destituée par sa propre famille politique sur fond de tensions internes et d'accusations de gestion opaque. Pour assurer la transition, Otto Baïzi prend les commandes en attendant la tenue d'un congrès décisif. Cette crise qui pourrait rabattre les cartes au sein de la majorité politique au pouvoir s'allume alors que Batilou-Kwebo venait de démissionner de son poste de deuxième vice-président au Sénat. Reprise des activités dans le secteur des mototaxis à Kinshasa. Le ministre provincial de Transport, Jésus-Noël Cheke, annonce la levée de la suspension des taxes de numérotation des WEWA, une mesure qui vise à mieux encadrer ce secteur clé de la mobilité urbaine, tout en renforçant la sécurité et la transparence dans la collecte des taxes. Un retour à la normale salué par les conducteurs dans une capitale déterminée à restructurer durablement son transport urbain. Nouvelles attaques meurtrières au Burkina Faso. Au moins 14 soldats ont été tués dans une offensive djihadiste revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans le nord du pays. Une recrudescence des violences qui intervient dans les contextes sécuritaires déjà fragiles alors que le pays est dirigé par une junte militaire depuis 2022. À l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique du Sud appelle à une coordination régionale renforcée face à la montée de l'extrémisme violent au Sahel après le retrait de certains États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une situation qui inquiète quant à la stabilité sécuritaire de toute la région. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans un instant pour le développement de tous ces sites. Vous nous suivez à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Débutons cette édition du journal avec la conférence de gouverneurs qui se tient à Bandundu-Ville. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé sur les priorités stratégiques de la gouvernance territoriale, à savoir le désenclavement des zones de production et la réhabilitation de routes de dessertes agricoles, la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes. Revenons sur ce moment fort de l'ouverture. C'est par une traditionnelle photo de famille à l'entrée du chapiteau planté dans l'enceinte du gouvernorat du Kwilu que les travaux de la 13e session de la conférence de gouverneurs de province ont débuté ce mardi 24 mars 2026 à Bandundu-Ville. Ouverte par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises portent sur la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains. Dans son discours d'orientation, le chef de l'État a rappelé le but principal de cette session de Bandundu-Ville, à savoir discuter de l'importance de la transformation du secteur agricole pour le développement durable de province. Le thème retenu pour nos travaux engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes et au bout du compte, l'affirmation même de notre souveraineté. C'est dans cette logique que le président de la République a appelé à la stabilité institutionnelle dans les provinces. Pour Félix Tshisekedi, ce n'est pas un sujet périphérique, c'est une question du développement. Garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État attend des conférenciers des recommandations précises, réalistes et courageuses. J'attends qu'elle porte non seulement sur la transformation des secteurs agricoles, halieutiques et pastoraux, mais également sur les conditions institutionnelles, administratives et de gouvernance sans lesquelles cette transformation demeurera inachevée. J'attends enfin que chacun reparte d'ici avec une conscience renouvelée de sa responsabilité. En début de la cérémonie, le gouverneur de la province du Kwilu avait dans son mot de bienvenue rendu hommage au président de la République pour le choix porté sur sa province pour la tenue de cette 13e session de la conférence de gouverneurs. Dans un mémorandum lu au nom de ses collègues, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a reformulé les recommandations des précédentes sessions non encore exécutées, notamment la non-opérationnalité de la caisse des péréquations ou encore le non-paiement régulier de la rétrocession aux provinces.
Enfin, par la voix de la gouverneure Fifi Masuka, les gouverneurs des 26 provinces ont dans une motion de soutien exprimé leur loyauté et soutien politique au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts constants déployés pour le rétablissement de la paix et les nombreuses victoires diplomatiques. Débutée ce mardi 24 mars 2026, cette rencontre va se clôturer le samedi 28 mars prochain. Et c'est un coup d'étonneur au sein de l'AFDCA. L'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo a été officiellement destituée ce mercredi lors d'une conférence de presse. La gestion de la crise est désormais confiée à Otto Bahizi, désigné comme coordonnateur de la transition jusqu'à la tenue d'un congrès. Suivez. Réunis en comité, les membres de la FDC sont montés au créneau pour désapprouver avec la plus grande fermeté la récente prise de position du sénateur Modeste Bahati sur le changement de la Constitution. Une sortie médiatique jugée en totale contradiction avec la ligne politique de l'Union sacrée. Face à la presse, le comité a dénoncé de propos qui, selon lui, s'écartent gravement de l'orientation du regroupement politique tout en exposant l'ensemble de la classe politique congolaise, qualifiée d'irresponsable et d'immature. Une situation qui a conduit à la mise en place d'une commission de crise au sein du parti. De maintenir les équipes du parti au sein de l'Union sacrée de la nation, de ramener la confiance et la cohésion au sein de ces structures, de convoquer et organiser un congrès extraordinaire du parti dans un délai raisonnable, de désigner l'un parmi les membres fondateurs et les différentes structures, le camarade Otto Bahizi Clovis, président du comité de crise et président national du parti faisant fonction, assisté de 4 cadres du parti, dont un issu de l'Assemblée nationale, un du Sénat et 2 choisis parmi les mandataires du parti au sein des autres institutions publiques. Prenant la parole, Otto Bahizi a promis de remettre le pendule à l'heure. Le membre du parti a à saisir la main tendue de l'autorité de référence. Il a également annoncé l'utilisation imminente, 24 heures sur 24, du siège de l'FDC pour coordonner les actions du regroupement. Dans mon texte, je disais qu'il confond les biens privés aux biens du parti. Ça veut dire qu'il a acheté des biens avec des fonds du parti, mais des biens qui lui sont revenus. Et donc, la justice va enquêter sur ça pour qu'on sache évidemment le siège. Mais le siège, ce n'est pas un problème. Je peux faire un siège ici. C'est pas grave. Parce qu'il a confondu les biens personnels avec les biens du parti. Et encore là, il faudra qu'il y ait des enquêtes qui soient menées pour qu'on établisse réellement qu'est-ce qui appartient au parti et qu'est-ce qui appartient à monsieur l'ancienne autorité morale. Dans la foulée, Otto Bahizi a condamné le propos de Modeste Bahati, lui reprochant de ne pas avoir évoqué le sort de femmes de l'Est victimes des atrocités, préférant plutôt faire état de ses biens perdus dans cette région. Le comité de crise a enfin réitéré son soutien total et sans équivoque au président de la République, Félix Tshisekedi. Évaluation des recommandations parlementaires en RDC et le gouvernement et le Parlement ont passé en revue plus de 1400 mesures sous la conduite du ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luandomboyou, dans une dynamique de renforcement du contrôle ainsi que de la redevabilité publique. Reportage. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiolier Sengekeli, représentant le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji-Songara, a pris part à la cérémonie de clôture des travaux, des suivis, de l'exécution des recommandations adressées au gouvernement par le Parlement. Initiée par le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Guy Luando, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle parlementaire et de la consolidation de la redevabilité gouvernementale. Pendant plusieurs jours, experts parlementaires et représentants de ministères sectoriels ont procédé à une évaluation méthodique de la mise en œuvre des recommandations formulées par l'Assemblée nationale et les Sénats. Dans sa prise de parole, le ministre d'État Guy Luando a salué l'aboutissement d'un exercice de haute portée institutionnelle, fruit de 3 mois de travail intense. Pour ce qui concerne le Sénat, nous avons donc enregistré 920 recommandations qui ont été émises. Et cela a concerné au total 26 ministères. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, pour la même période,
nous avons enregistré 565 recommandations. Et cela a porté sur 39 ministères. L'analyse qualitative de ces recommandations montre que, bien que pour l'ensemble du territoire national, cela converge vers des exigences structurelles. La cérémonie des clôtures marque ainsi une étape significative dans les processus d'évaluation continue de politique publique, réaffirmant l'engagement des institutions de la République à œuvrer de concert pour une gouvernance plus performante au service de la population. Et au Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo a mis en avant-plan l'ampleur de la crise humanitaire à l'est du pays, marquée par les conflits et les déplacements massifs de population. Un plan d'urgence estimé à 1,4 milliard de dollars, ciblant plus de 7 millions de personnes, a été présenté avec un niveau de financement encore insuffisant face aux besoins. L'accent est mis sur la nécessité de renforcer la mobilisation de partenaires internationaux pour combler les déficits de financement et améliorer la réponse humanitaire encore fragile en République démocratique du Congo. Rendons-nous à l'est du pays où les forces armées de la République démocratique du Congo ont délogé la coalition RCP-ADF à l'UDM 23 au village Muchacha en territoire de Mambasa après d'intenses combats dans la nuit du lundi au mardi 24 mars 2026. De lors, la situation est maîtrisée par les forces armées. Cette reconquête du village Muchacha a été rendue possible grâce à la coordination parfaite entre les éléments du secteur opérationnel Ituri et c'est du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri, a été contacté par Jude Kalumbo. Félicitations aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont pu ébranler la coalition CRP-ADF alliée du M23 à Muchacha. Nous vous annonçons la reprise du village Muchacha par les forces armées de la République démocratique du Congo après les intenses combats. Actuellement, la situation est maîtrisée. Nos hommes sont en train de consolider les accès d'approche et de poursuivre ces renégats en vue de le mettre hors d'état de nuire. C'est ce qui a été fait. Les forces armées ont exécuté parfaitement la mission constitutionnelle, celle de défendre l'intégrité du territoire national et protéger la population et leurs biens. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, nous encourageons les éléments de forces armées qui ont mené ces opérations de poursuivre ce hors-la-loi et le mettre hors d'état de nuire. Nous demandons par ailleurs à la population de continuer à collaborer et à dénoncer ces hors-la-loi qui ont été mis en déroute, qui sont en errance, qui se cachent au sein de la population, qui se dissimulent au sein de la population. L'unique moyen pour avoir une victoire finale sur cette coalition, nous devons dénoncer et collaborer avec les forces armées. Du reste, nous allons communiquer les détails de ces opérations. Pour le moment, le village Muchacha est passé sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà notre effet final recherché, c'est protéger cette population et passer retour à la normale qui est parmi l'état final recherché dans ces opérations à cette période de l'état de siège. Et à Bandundu-Ville, lors d'un briefing consacré aux priorités de la 13e conférence des gouverneurs, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe a répondu à une question relative à un incident signalé à Washington visant la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué que les autorités congolaises sont en contact étroit avec leurs homologues américains pour établir les faits autour des incidents survenus à l'hôtel de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi en séjour à Washington DC à l'invitation de la première dame des États-Unis d'Amérique. Suivez cet extrait choisi pour vous par Jude Kalumbo.
nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la Première Dame. Vous savez que la Première Dame séjourne depuis quelques jours à Washington à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le Première Dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du Père et du Fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la Première Dame se porte très bien. Et à la suite d'une invitation lui adressée par le président de la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires, mardi 24 mars 2026, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, s'y est rendu afin de répondre aux préoccupations des élus nationaux sur les sujets de la hausse du prix du baril du pétrole à l'international, dont l'incidence s'est fait sentir sur l'économie de plusieurs pays, conséquence de la guerre du Golfe. C'est donc un commentaire de Bosco Kabamba. Deux axes principaux ont été examinés au cours de ces échanges, à savoir les mesures immédiates prises par le gouvernement ainsi que les perspectives stratégiques à moyen et long terme. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, a affirmé que la situation avant la guerre a été globalement maîtrisée. Il a présenté un état des lieux assurant dans ces secteurs en indiquant que les déséquilibres liés au manque à gagner ont été maîtrisés fin décembre 2025. L'État ne rembourse plus les opérateurs pétrolier, la tendance s'étant renversée au profit du trésor public avec les gains réalisés. À ce qui concerne les stocks dans les zones ouest, notamment Kinshasa, il a précisé que les gasoils couvrent encore environ 39 jours de consommation et l'essence couvre environ 77 jours. Il a ainsi rassuré qu'il n'y a aucune rupture de stock à ces jours malgré quelques perturbations logistiques récentes. Malgré les efforts, plusieurs défis majeurs subsistent, l'absence des stocks stratégiques appartenant à l'État, la vastuité des infrastructures, les papelines alimentant Kinshasa. Pour y faire face, le gouvernement prévoit la réhabilitation des infrastructures existantes, le renforcement du rôle des entreprises publiques du secteur, notamment la Sonahydrac et la Cobil. Le vice-premier ministre a présenté un plan contingence visant à garantir la stabilité et disponibilité continue des produits pétroliers, assurer une distribution efficace des produits. Au sortir de cette séance de travail, le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, Guy Mafutara Bongo, a dit être satisfait des propos du gouvernement. Je crois que le VPM a été beaucoup plus clair. Il revient au peuple d'être serein, de faire confiance à son gouvernement parce qu'ils ne sont pas encore dépassés. Ils sont en train de contenir cette crise et nous pensons qu'avec les stratégies mises en place, on peut encore tenir pendant un bon moment. Quant au vice-premier ministre Mukoko Samba, il a trouvé les mots justes pour préparer la population en réalité rattachée à cette guerre au Moyen-Orient. Pour moi, retard on est à la combler pour tous dans la situation où ils allaient que autant voilà 2-3 stations sans que au moins la station Il s'y est dénoté que le gouvernement réaffirme son engagement à stabiliser les prix, à protéger le pouvoir d'achat des ménages et à renforcer durablement le secteur pétrolier national. Et après les assurances du gouvernement congolais exprimées par la ministre plutôt des hydrocarbures sur la disponibilité des stocks de carburant à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, un constat
contrastée se dégage sur le terrain. Si certaines stations-service sont restées fermées, d'autres ont ravitaillé les Cunois, demandant toute pénurie. Au-delà de cette vente, des chauffeurs dénoncent des exigences et des paiements supplémentaires allant de 2 000 à 5 000 francs congolais pour pouvoir se ravitailler dans les stations-service. Les constats a été donc faits par Esther Yamoumé et Jérôme Louzolo. Alors que des informations sur une pénurie de carburant circulent dans la capitale depuis le week-end dernier, la vente s'y déroule normalement ce mercredi dans certaines stations-service, notamment ici à Sonaïdrogue, sous la satisfaction des acheteurs qui s'approvisionnent en toute tranquillité. Au cours de chemin, j'ai trouvé qu'il y a des stations qui n'avaient pas de carburant. Depuis hier d'ailleurs, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé l'opportunité ici et puis j'ai fait le plein. C'est la deuxième fois que je viens m'approvisionner ici depuis l'annonce de la pénurie du carburant. On ne m'avait pas exigé de l'argent. Ici, aucun long fil d'attente n'est observé et il n'y a pas de hausse du prix du litre de carburant. Les Quinois s'approvisionnent contrairement aux rumeurs annonçant une rupture de stock. Depuis ces annonces, ici, c'est 5 sur 5. Il n'y a aucune hausse des prix, rien n'a changé. Un litre se vend toujours à 2440. Au-delà de cette vente, des conducteurs dénoncent le comportement de certains agents de pompe. Dans certaines stations-service, la vente est conditionnée à un paiement supplémentaire avant l'approvisionnement, allant de 2 000 à 5 000 francs. Indignés par ce pratique, ils interpellent les autorités. Moi, je suis allé avec 10 000 francs pour acheter 4 litres, mais ils m'ont exigé 4 000 francs pour mettre 2 litres à 6 000 francs. Pour s'approvisionner en carburant, dans chaque station, il faut payer 2 000 francs. Est-ce qu'il nous revient la responsabilité de payer le pompiste ou cela revient à ceux qui les ont engagés? Si quelqu'un amène un bidon, il faut qu'il donne 3 000 francs pour qu'il soit servi. Nous ne savons pas si c'est maintenant les clients qui doivent payer les pompistes. D'autres stations-service sont en revanche restées fermées sans explication le long de l'avenue des Huileries. C'est notamment le cas de station Kobil, Ariana et de plusieurs autres qui n'ont pas voulu servir la population quinoise malgré les assurances des autorités sur la disponibilité des stocks. Comme on peut le constater, aucun véhicule n'est présent et il n'y a aucun accès pour s'approvisionner. Malgré les assurances officielles, la situation reste tendue pour les automobilistes qui peinent à se ravitailler dans certaines stations en raison d'exigences imposées avant la vente. Restons toujours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où cette ville retrouve son rythme dans le secteur de moto, taxi. Le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Jésus Noël Cheke, a annoncé la levée de la suspension des opérations des collectes de la taxe de numérotation des taxis motos, appelée communément Wewa, suspendue depuis plusieurs semaines pour la réorganisation. Selon les communiqués officiels consultés mercredi par ACP, cette suspension avait pour objectif d'harmoniser et de fiabiliser la procédure de numérotation tout en tenant compte des défis sécuritaires auxquels la capitale fait face. La mesure visait à sécuriser le secteur et à garantir une collecte transparente et ordonnée. La reprise de la taxe marque un retour à la normalité pour les conducteurs et pour l'administration. Elle illustre la volonté des autorités provinciales de structurer les secteurs de mototaxi, devenu un maillon essentiel de la mobilité urbaine à Kinshasa, tout en assurant la sécurité des usagers et des conducteurs. Pour les conducteurs, cette levée est perçue comme une bouffée d'air frais, une occasion de régulariser leur statut, tout en contribuant au fonctionnement harmonieux du transport urbain. Avec cette décision, Kinshasa montre sa détermination à encadrer un secteur vital pour la capitale entre régulation administrative et développement économique. Les autorités invitent le conducteur donc à se conformer aux nouvelles directives pour garantir un transport urbain ordonné et sécurisé. La direction, la province du Kasaï central, où l'exécutif provincial a procédé mardi dernier à l'incinération publique dans la ville de Kananga d'une
quantité importante de colis du chanvre interceptés à travers plusieurs coins de la province par la police nationale congolaise. Cette cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur Job Kouindama Kandende, faisant fonction du gouverneur à mission. C'est un commentaire de Julia Kamonia. Dans le cadre des luttes contre la circulation de substances illicites au Kasaï central, les autorités provinciales sont déterminées d'en finir complètement. En collaboration avec les forces de l'ordre, elles ont procédé mardi 24 mars à l'incinération de plusieurs colis de chanvre à la place de l'Indépendance située au cœur du chef-lieu de la province du Kasaï central, Kananga, non loin du gouvernorat. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, en l'occurrence le vice-gouverneur, le général Manya Kabeya, commissaire adjoint de la police nationale congolaise, a salué la détermination de l'exécutif provincial dans la lutte contre ce trafic illicite. Il y a une partie qui est saisie sur place sur la ville de Kananga, une autre partie est saisie à l'aéroport. Il y a des quantités que nous avons saisies dans des entrepôts, il y a des quantités que nous avons interceptées en train de venir et entrer sur la ville de Kananga. Il y a une quantité que nous avons saisie à partir de Luisa et une partie qui allait vers Menelitu et une autre partie qui faisait le Katanga vers là-bas. Il y a aussi une partie qui faisait l'Angola. Ceci, c'est pour dire que les autorités de la province ne sont nullement impliquées à quelque degré que ce soit dans le commerce illicite. Pour sa part, le gouverneur intérimaire du Kasaï central, Job Kouindama, a mis en garde les trafiquants du chanvre et exhorté les centres kassaïens à ne pas céder à la désinformation qui entoure les fléaux. Il a également félicité les services de sécurité pour ces jolis coups de filet avant d'insister sur l'interdiction des commercialisations du chanvre et autres stupéfiants à travers la province. Le gouvernement provincial condamne avec la dernière énergie tout trafic illicite de chanvre et toutes sortes de drogues sur l'étendue de sa province. Contrairement à toutes les rumeurs conduisant à ternir l'image des autorités provinciales accusées à tort d'être impliquées dans ces trafics. J'ai saisi l'occasion qui nous réunit ce jour pour féliciter tous les services de sécurité qui ont mis la main sur ces colis de chanvre avec professionnalisme. Cependant, Job Kouindama a démenti les rumeurs répandues sur la ville tendant à ternir l'image des autorités provinciales accusées à tort d'être impliquées dans ces trafics. Voilà qui met fin à cette édition du journal coordonné par Jude Kalombo, réalisé par Héritier Mutumbo. Chrétien Gaïmé assuré sa prise de vie. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous demande de rester fidèle au programme de Bosolo Télévision pour d'autres surprises. D'ici là, portez-vous bien.